vous ai très rapidement parlé de Squarescale tout à l'heure. Mon but n'est pas, je suis pas du tout venu pour vous vendre du produit, mais pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je vous avais dit, en fait, on est un éditeur logiciel qui fabrique un outil d'automatisation de conception de stacks d'hébergement divers et variés sur des IaaS providers. Les types de stacks qu'on déploie sont fondamentalement des stacks HashiCorp, donc on va avoir du Nomad, du Consul, du Vault, etc. qui sont déployés dessus. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre de problématiques de sécurité qu'on a dû adresser dans ce contexte-là pour pouvoir gérer en fait les accès de nos utilisateurs. Je vais vous en parler un petit peu après. Avant ça, notre menu aujourd'hui, donc je vais vous parler rapidement, petite histoire de sysadmin, parce que ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai eu le temps de largement voir le métier beaucoup évoluer avec les années. Donc je vais vous parler un petit peu de comment c'était dans ma jeunesse. Je vous parle avec une toute petite introduction à l'IAC. On va vous parler un petit peu de la stack HashiCorp. Je vais vous faire une première introduction sur la partie Zero Trust qui sera complétée donc par le talk de Willy. Ensuite, je vous parle de notre problématique et de vôtres. En 2001, pour être exact, j'étais un petit sysadmin chez un petit éditeur logiciel. J'étais spécialisé en environnement Linux et en petits réseaux de bureaux divers et variés. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup de choses à la main. Le concept d'automatisation dans le monde des infrastructures était quelque chose qu'on voyait extrêmement peu, voire pas du tout à l'époque. Et notamment, on avait des logiques de déploiement qui étaient complètement manuelles, qui se faisaient avec un dossier spécifique, avec un post-it, avec le mot de passe de chacune des machines sur lesquelles il fallait se connecter pour aller déployer la solution, etc. Au bout d'un moment, on a commencé à héberger des machines de clients qui nous faisaient aussi pareil, des dossiers avec le petit post-it de leur mot de passe de leur serveur. C'était une catastrophe. On avait une logique de délégation de responsabilité, mais derrière, on avait accès à tout, c'était extrêmement mauvais. Et à cette époque-là, j'ai été amené à développer donc un certain nombre de petits outils de plus ou moins automatisation qui étaient principalement à base de script Perl. Ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Et on a monté une petite solution permettant en fait à nos utilisateurs de ne pas avoir besoin de nous fournir les mots de passe. Ils rentraient les mots de passe dans un système qui était complètement externalisé et on avait un outil après derrière qui récupérait les mots de passe et qui se connectait dessus. Ça permettait de ne pas avoir besoin de manipuler en fait les concepts de mots de passe. Et en fait, sans s'en rendre compte à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, on était déjà dans les premières prémices du Zero Trust, des modèles Zero Trust. Ça, c'était mon clavier que je me travaillais dans les salles techniques à l'époque. C'est vraiment celui-là. Par la suite, dans l'évolution donc du monde des infrastructures, ceux qui sont là depuis suffisamment longtemps savent que, en fait, on a beaucoup d'éléments d'automatisation qui ont commencé à arriver sur le marché. En premier temps, avec tout ce qui était config manager. Donc, on avait du CF Engine à l'époque. Ensuite, on a eu du Puppet, on a eu du Chef, etc. L'objectif, en fait, était fondamentalement de représenter, sous forme de code, sous forme de manifeste, les modèles d'infrastructure qu'on voulait déployer. Et comment on allait les déployer. Cette logique-là était assez peu standardisée, il y avait plein de technologies, plein d'approches, il y avait plein de périmètres qui n'étaient pas couverts, etc. Mais le marché a évolué progressivement pour arriver à des outils ultra modernes que vous connaissez aujourd'hui, comme par exemple Terraform, qui est un peu l'outil par défaut pour écrire du code, pour représenter les infrastructures. L'objectif fondamental derrière ça était probablement un objectif qualitatif qui visait à avoir les approches qualitatives du monde du développement dans la conception des infrastructures. Parce qu'avant, on était juste des barbus avec des conflits dans une grotte, et on faisait les trucs à notre sauce comme on voulait. Je vous laisse imaginer les problèmes. Donc chez Squarescale, donc comme je disais tout à l'heure, notre objectif c'est de déployer des infrastructures pour nos clients. Donc on a un modèle standardisé qu'on a décrit donc sous forme de manifeste. On déploie des infrastructures donc qui contient tout un tas d'outils spécifiques qui sont nécessaires pour pouvoir concevoir des plateformes cloud native. Notamment, on va avoir des composants de servabilité, on va avoir une logique de service mesh, on a des mécanismes de distribution synchrone de l'information, pour ceux qui connaissent, et notamment des problématiques de gestion de secret et des problématiques de sécurité. C'est un petit système qui fait des infrastructures un petit peu de ce style-là, avec des clusters pour pouvoir déployer des applications nomades dessus. À l'époque, on a commencé à se poser un petit peu ces questions de qu'est-ce qu'on va proposer dans notre infrastructure qu'on va proposer à nos clients. On va chercher un petit peu les différents produits du marché. Alors, à cette époque-là, le premier qui avait vraiment une vent en poupe, c'était les solutions à base de Kubernetes. On a creusé un peu la question, on a trouvé que c'était horriblement complexe, que c'était pas propre, surtout à l'époque, que ça demandait un niveau de compétence et d'expérience extrêmement élevé pour avoir des choses qui étaient très opérationnelles et très sécurisées. Et on a regardé un petit peu les alternatives, et on est tombé sur les produits d'HashiCorp qui sont beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus fonctionnels. Donc on a construit toute notre stack comme ça, autour des outils HashiCorp, à tel point que on a même utilisé ces outils pour nos propres projets en interne. Toute notre plateforme d'hébergement interne spécifique, elle est complètement construite autour des outils HashiCorp. Et principalement des manifestes nomades.
Donc, comme je disais tout à l'heure, donc l'objectif, voilà, c'est de générer en fait des manifestes spécifiques de déploiement qu'on envoie à un Terraform particulier pour pouvoir déployer donc X, Y, Z infrastructure sur une base de templates. On en parlera plus tard si ça intéresse. Dans ce contexte-là, donc du coup, une des particularités de notre produit, c'est qu'il a la faculté de se déployer sur des infrastructures qui ne sont pas les nôtres, notamment des infrastructures type IaaS provider, AWS, Azure, etc. Et le problème de cette approche-là, c'est que un des éléments qu'on a voulu mettre en avant, c'était de dire, nous, on n'est pas là pour vous héberger, c'est pas notre rôle, c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, on va vous aider à gérer les environnements sur lesquels vous travaillez. Vous venez avec votre environnement Azure, votre environnement AWS, etc. Et nous, avec ça, on fait ce qu'il faut pour que vous ayez tout votre environnement de production dessus. Le problème de cette réflexion-là, c'est que ça implique qu'on ait une délégation en fait de responsabilité. Ça implique que l'utilisateur de notre produit nous donne des accès à son environnement. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Problème de responsabilité, problème de si jamais, par exemple, les clés d'accès root de l'environnement sont perdues par le fournisseur, donc nous, c'est une catastrophe. En plus, on a une perte de conscience avec le client. Si jamais il y a des gens qui modifient des choses sur l'environnement et qu'on n'a pas les outils d'audit qui sont en place, personne ne sait qui a fait quoi, etc. C'est un cauchemar. Et accessoirement, en plus, la plupart des gens ne savent pas bien manipuler en fait la gestion des droits d'accès sur les IaaS providers du marché. Donc en général, ils disent tiens, plus d'accès, c'est ce que tu veux, tu m'embêtes plus avec ça va marcher. Et donc on s'est posé un petit peu la question sur les méthodologies de sécurité qui existaient sur le marché. J'ai travaillé un petit peu aussi dans le milieu de la banque avec les problématiques de certification, etc. Donc je connaissais un petit peu l'ensemble des prérequis à mettre un environnement sécurisé, et en particulier dans un contexte où on est dans une relation entre typiquement un client et un fournisseur. Et parmi ces éléments-là, on a le concept de chaîne de confiance. En fait, plutôt que d'avoir une clé qu'on va distribuer à tout le monde, on va avoir une logique avec des porteurs de clés qui vont donner des droits à une personne plus loin dans la chaîne, en fait, jusqu'à ce que la personne qui effectue les choses ait juste le niveau de droit dont il a besoin. On a un début, tout au début, donc qui sont généralement les root access, qui sont possédés par le propriétaire de l'infrastructure, et tout à la fin, on va avoir un opérateur qui va effectuer juste les choses dont il a besoin sur cet environnement. Mettre en place ce type d'approche, ça implique effectivement un découpage périmétrique, pour savoir quels sont les éléments auxquels qui a besoin d'accéder et pourquoi on a besoin d'accéder. Il faut les décrire, c'est important. Une délégation de responsabilité. Donc, le bout de la chaîne, c'est toi qui le gères. Donc, s'il y a des problèmes avec, c'est ton truc à toi. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut définir. Et il existe des technologies pour pouvoir définir ces choses-là. Ce qu'on appelle le SAC ou Security as Code c'est un mécanisme permettant en fait de pouvoir formaliser justement cette logique de délégation de droit, de délégation d'accès, de qui peut accéder à quoi, comment et à quel moment. Ça s'appelle des policies de sécurité. En fait, c'est simplement un manifeste qui dit tel utilisateur, il peut accéder dans telles conditions à telle ressource, basiquement. Et ça permet de pouvoir décrire en fait un peu tous les cas d'usage de votre environnement et dire lui, il a besoin de pouvoir accéder juste au monitoring, donc on va lui créer une policy spécifique de rôle qui est opérateur de monitoring, par exemple, qui va contenir la description de juste les éléments auxquels il a besoin d'accéder, ni plus ni moins. Et donc, du coup, dans ce contexte de chaîne de confiance, c'est quelqu'un qui a un niveau d'accès plus élevé en fait dans la chaîne de confiance qui va créer ces policies pour les personnes qui sont en dessous. Ça va? C'est pas trop technique? Ça vous semble à peu près clair? Bon. Du coup, nous, on s'est posé ces questions-là, on s'est posé les questions de méthodologie, etc. Et on est tombé sur une fonctionnalité de Vault, qui est un outil absolument fantastique. Alors, je ne vais pas vous résumer exactement ce que fait Vault en entier ce soir, parce que je pense que les pizzas seront froides avant que j'ai fini. Mais il y a une fonctionnalité. Vault, c'est un couteau suisse de sécurité. Ça fournit énormément de fonctionnalités dans les contextes de sécurité, et ça répond à beaucoup de problématiques méthodologiques en fait de sécurité. Et notamment cette problématique de comment est-ce qu'on gère la délégation des droits d'accès, comment est-ce qu'on gère qui fait quoi, comment, etc. Et Vault a une mécanique qui s'appelle le Secret Engine, qui permet en fait de pouvoir lui déléguer des fonctionnalités de sécurité. Alors, comment on a fait ça? Là, un magnifique schéma qu'on a fait en vitesse tout à l'heure avec Léana et ses talents artistiques. C'est magnifique, vous pouvez pas? Faudrait le faire exposer. Donc voilà, je vous la fais très très simple. On a nos utilisateurs finaux qui sont ici. On a un cluster Vault qui est chez Squarescale en l'occurrence. On a un IaaS provider ou un OpenStack qui traîne dans un coin. Enfin, l'environnement d'exécution. On a notre composant applicatif et puis on a des interactions entre ces différents systèmes. Donc là, la façon dont ça va fonctionner. On va avoir nos utilisateurs en fait qui vont concevoir avec notre aide en fait un ensemble de policies, donc un manifeste spécifique qui va décrire qu'est-ce qu'ils vont autoriser Squarescale à effectuer derrière. Et en l'occurrence, ce manifeste, il va dire une seule chose, il va dire moi je veux bien que Squarescale soit autorisé à créer des utilisateurs qui ont le droit de faire ça.
et ils ont le droit de faire que ça. Rien de plus, ni plus, ni moins. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que via notre API, il va pousser donc une policy spécifique et une clé spécifique d'accès qu'il a créée chez son IaaS provider. Ces éléments-là vont être stockés donc dans un vault qui est hébergé chez nous. Alors, c'est un élément dont j'ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Vault, mais Vault, c'est un coffre-fort. Un coffre-fort dans lequel vous n'avez pas accès facilement au contenu. Son objectif, c'est de conserver des données dans un périmètre de sécurité isolé du reste. Et en fait, il y a une procédure spécifique pour pouvoir créer ce coffre avec des systèmes de clés distribuées. Willy va en parler longuement tout à l'heure parce que c'est très très intéressant comme approche et qui permet de faire en sorte que personne individuellement n'a accès au contenu du coffre-fort en fait. Et c'est le cas. Chez Spurscale, on n'a absolument pas accès au contenu du coffre. On a un certain nombre d'éléments de monitoring, etc., qui vont dessus. Mais si on veut récupérer le contenu, on a besoin de se mettre en association avec l'utilisateur final. On va partager nos clés d'accès et on va déverrouiller le coffre s'il y a besoin. Alors, en réalité, on n'en a jamais eu besoin. On n'a jamais eu besoin de déverrouiller un coffre. Mais cet élément-là fait que, en fait, cette clé, elle n'est pas connue par nous. On la connaît pas du tout. On ne sait absolument pas comment elle est constituée ni à quoi elle sert. Cependant, nous, on a quand même besoin de pouvoir accéder à l'IaaS Provider pour aller déployer des choses dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que Vault, via ce moteur qu'on appelle le Secret Engine, il parle en fait une partie de l'API de ce IaaS Provider. On va prendre un AWS par exemple. Il comprend les concepts qu'il y a autour de IAM, si vous connaissez un peu AWS par exemple. Il comprend ces concepts-là. Il va créer une nouvelle policy spécifique pour Spurscale, donc avec exclusivement les droits d'accès permettant de pouvoir déployer juste les briques dont l'utilisateur a besoin dans le périmètre qui lui est donné. Il va pousser cette policy, il va envoyer la clé, il va envoyer la clé qui lui a été donnée par l'utilisateur final à l'IaaS Provider pour s'authentifier dessus et dire « Salut, vous voyez, moi je suis bien délégué par l'utilisateur, par le propriétaire de cette infrastructure-là, j'ai cette policy-là, j'ai besoin que tu me crées une nouvelle clé basée sur cette policy. » Donc, il va générer cette policy avec les délégations de droits spécifiques juste pour Spurscale. L'IaaS Provider, il va créer ses clés, et chez Spurscale, on va récupérer cette clé spécifique, qui ne sert que à cette problématique de périmètre qui nous est déléguée par le client. Sachant qu'en plus, cette clé a une durée de vie limitée. Donc, si jamais, au bout d'une demi-heure, on n'a pas fini, tant pis. La clé, elle est expirée. Il faut repasser par un processus de régénération d'une nouvelle clé, et ça permet notamment à l'utilisateur de dire non, mais moi j'invalide les clés tout de suite, ou je lui ai donné sur cette période-là, j'ai oublié de l'enlever, c'est pas grave, de toute façon elle a été désactivée. On peut plus rien faire. Nous, on n'a plus accès du tout à ces aspects-là. On est verrouillé à l'extérieur du cloud, et du coup, on peut pas modifier les données. Si jamais nous, on est compromis à un niveau ou à un autre, en fait, le périmètre qui va être exposé, ça va être exclusivement le petit périmètre sur lequel on va travailler, et il ne sera que durant la durée de vie de la clé. Une fois que la clé est supprimée, on peut plus rien faire. C'est complètement verrouillé. Et après, donc, du coup, on utilise cette clé pour se connecter à l'API, le temps de faire les manipulations qu'on a besoin, on pousse les commandes qu'on a besoin sur les IaaS Provider pour déployer des machines, du réseau, etc. Jusqu'à ce que, on a fourni l'environnement demandé par notre client. Toujours clair? Donc, voilà. Ouais. Et j'ai pas de son. Et c'est pas le mien que ça vient. J'étais muté, hein. Vous avez du retour sur la vidéo derrière? Bon. Donc voilà, de toute façon, on va toucher à la fin de ce talk-là. Petite introduction un petit peu à notre contexte d'utilisation. Et l'une des raisons pour lesquelles on s'est autant intéressé à ces problématiques de sécurité, on s'est intéressé à Vault et aux produits d'HashiCorp, parce que ça répondait à des vraies problématiques qui nous étaient présentées par nos clients. Je parlais de certification de sécurité tout à l'heure. Il y a certaines normalisations de certification de sécurité qui imposent des méthodologies identiques. Comme toutes les certifications de sécurité, ils ne disent jamais comment le faire. Ils disent voilà, ça ne faut pas le faire. Après, tu te démerdes pour trouver une solution pour régler ça. Et du coup, ça cochait pas mal de cases et on était assez content de ce produit-là, à tel point dans le cluster qu'on déploie pour nos utilisateurs, on leur fournit en plus une infrastructure avec un cluster Vault pour leurs propres besoins spécifiques. On les aide aussi à l'utiliser, on leur explique, etc. Et ça fait pas mal de choses. Il y a aussi plein de use cases très très intéressants à parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le premier point, donc, c'était un petit peu l'introduction de départ. Tout ce qui est formalisation en fait des composants d'infrastructure, de la description de l'infrastructure, permet en fait de tirer l'industrie vers un niveau de qualité important. Avant, parfois, on faisait des trucs à la main avec des post-it, de qualité, c'était pas top. Le SAC, en fait, c'est un peu ça découle un petit peu de cette même logique-là, donc c'est toujours une logique de formalisation et de représentation de concepts techniques, donc en l'occurrence des règles de sécurité spécifiques, donc des standards qui sont assez bien pour ce genre de choses. Je pense que j'ai l'intégration, ça c'est un résidu, vous oubliez ça. Toujours dans les contextes de sécurité, alors je vous ai présenté un super truc magnifique, très très simple avec des schémas, mais en fait derrière ça il y a énormément de conneries.
monter une solution de sécurité sans avoir toute la logique d'auditing, de traçabilité, de tests de pénétration, etc., ça sert à rien. Si vous n'avez pas de visibilité sur vos équipements de sécurité, même si c'est le meilleur outil du monde, style Vault, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez qu'à mettre ça, votre truc est sécurisé. Vous pensez toujours à avoir tous les outils de monitoring, avoir la visibilité nécessaire autour de vos outils. Et de manière générale, la sécurité, c'est pas du tout variable d'ajustement. Donc, si vous avez des besoins de sécurité, et je pense que la plupart des gens ont des besoins de sécurité et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir y répondre pour une raison X ou Y, regardez sur le marché, il y a des produits. Voilà, puis le mojo des sysadmins, automatisez tout, ce que vous pouvez. Ça vous rendra la vie plus facile. Voilà. Tu fais les questions quand? J'ai aucune expérience sur Vault pour le coup, et j'ai souvent eu l'image du Vault est très compliqué à installer, que c'est un engrenage pas possible à se mettre dedans. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que justement, quand tu présentais à l'installation, on fait le système où on a plusieurs clés séparées pour pouvoir accéder au contenu final comme si on ouvrait la grande porte. Ça paraît compliqué, enfin, ça paraît être assez velu. Du coup, du point de vue de quelqu'un qui travaille tous les jours avec. En vrai, ça ne l'est pas. Et c'est une raison pour laquelle je choisis ce produit, en fait. L'une des particularités des produits HashiCorp, c'est que déjà, en termes d'installation, en général, c'est juste un binaire. Un binaire. Okay. Donc, tu n'as pas de problème de dépendance, ni quoi que ce soit, etc. Là, tu prends ton binaire, tu le poses sur la machine. Déjà, ça, c'est pour l'installation de base. Après, tu as une procédure spécifique de démarrage en fait, de ton environnement, notamment le fameux histoire avec les clés. C'est une procédure qui est très très simple à suivre. En fait, basiquement, tu démarres le système, tu tapes une commande et après, tu as un script à suivre. Tu te dis, voilà, opérateur 1 tape ta clé, opérateur 2 tape ta clé, etc. Et pouf, le système il est verrouillé, il est opérationnel. Et après, tout le reste, tu vas le faire en fonction de tes besoins. Tu vas le faire. Tu as une API qui va te dire, qui va te permettre de pouvoir paramétrer le système pour pouvoir avoir accès à tel plugin de Secret Engine, par exemple. Mais fondamentalement, moi j'ai utilisé des tas de produits avec des fichiers de configuration qui faisaient 50 000 km de long, très complexes, qui géraient plein de choses en même temps. Là, les fichiers de configuration pour les vols qu'on déploie, je sais pas, ils font 5 maximum. Ok, d'accord. C'est vraiment très très basique. Et en plus, si vous êtes un petit peu habitué aux produits HashiCorp, donc vous connaissez un petit peu la shell, etc., vous allez retrouver la grammaire et le vocabulaire en fait des autres outils que vous allez pouvoir trouver sur du Terraform, sur du Packer ou n'importe quoi. C'est un petit peu la même logique de présentation. C'est très intuitif. Accessoirement, les documentations sont pas mauvaises du tout sur leur site. T'as des tutos, t'as des guidelines qui te disent pas à pas. Tu veux faire ça? Facile, tu vois, tu fais ça. En plus, tu as des modes de dev spécifiques sur la plateforme. Donc, si tu veux le tester purement local, sans redondance, sans verrouillage au début de ton top, et tu veux juste tester les API, etc., tu télécharges le binaire, tu le exécutes sur ta machine en mettant -dev, et tu as accès à toutes les fonctionnalités du truc. Ok. Et en plus, alors, attends, n'oublie pas, en plus, tu as une UI web dessus. Intégré. Non, c'est vraiment très pratique à utiliser. C'est un super produit. Okay. Beaucoup des produits, c'est derrière la philosophie de HashiCorp, c'est pour ça qu'on est parti sur ces produits-là, c'est qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec des fichiers sur 50 000 km de long, avec 12 milliards de trucs à faire. Enfin, on est parti sur des choses simples et pour l'instant, on est Ok. Pour compléter un peu la question et ce que tu m'as dit, est-ce que, avec justement, tu disais à l'installation, le script un petit peu à suivre de ce qu'ils disent, est-ce que ça s'automatise bien ou pas? Parce que justement, moi, maintenant, j'ai une angoisse de tout ce qui peut pas être automatisé. Oui, alors c'est une très très bonne question, et notamment automatiser les démarrages du processus de sécurisation sont des problématiques qui sont difficiles à adresser. Okay. Vault a un certain nombre d'astuces permettant de pouvoir faciliter ce genre de choses en s'appuyant notamment sur des mécanismes de sécurisation extérieure. Donc en fait, en gros, ce qu'il va faire, c'est que il va te permettre de pouvoir déplacer la racine de ta chaîne de confiance sur un autre système. Donc par exemple, tu connais un petit peu AWS? Oui, un petit peu, oui. KMS, ça te parle? Oui, c'est le système de gestion de clés. Exactement. Okay. Et Vault a la capacité de gérer ce système de clés en s'appuyant sur KMS. Et dans ce cas-là, c'est KMS qui va faire la partie authentification de manière automatique sur Vault pour le déverrouillage du coffre. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je ne suis pas AWS, je fais comment? Il y a d'autres solutions, il existe quelques outils, les communautés ont développé un certain nombre d'outils également pour pouvoir automatiser cette gestion de clés. Mais c'est toujours très compliqué, très dangereux de gérer ce genre d'approche manuellement, parce que où est-ce que je peux cliquer?
Mm. Voilà. Donc il y a des réflexions à faire là-dessus. Après, tu peux aussi développer des plugins pour pouvoir gérer justement cette problématique. Le système de plugins, en plus, c'est très simple sur Vault. Si ton contexte ne colle pas à un AWS ou à un Azure sur lequel le moteur de backend saurait s'appuyer, tu peux le développer toi-même par rapport à ton contexte sans trop de difficultés. C'est Ok. vrai que tu prends bien en compte les problématiques de périmètre d'accès de mes clés, etc., qui, comment, quoi, pourquoi, etc. Les plugins, ils se font en Go comme tout leur. Alors, à ou ma c'est- connaissance, oui, parce que tu as des Ok. librairies en Go. Je ne sais pas si tu peux développer en Go. Parce que je sais que Terraform, c'est en Go, donc je suppose que tous leurs outils ou presque doivent être en Alors, Go. oui, c'est pas pour ça forcément que ce que tu développes dessus soit forcément en Go. Ok. Christine, tu peux me. C'est ouais. Ok. Ok. Mhm. Ok, d'accord. Oui, oui, ça j'avais compris. Oui. Ouais, tu as des Ok. super SDK aussi. Alors, effectivement, si tu veux développer des applications qui vont utiliser Vault, tu as des super SDK dans tous les langages de l'univers. Et très facile à utiliser. Ok. Bah, merci beaucoup pour les réponses. Avec plaisir.